J'ai tenu à vous rencontrer ce jour parce que j'arrive en fin de séjour à Goma. Et donc, il est, à mon sens, tout à fait normal de rencontrer les faiseurs d'opinion que vous êtes afin de toucher cette opinion au sujet de ma venue ici. Laquelle venue, comme vous le savez, était prévue pour normalement il y a 2 semaines, mais a été annulée. Et là, je vais aussi devoir vous l'expliquer. Et je vais aussi vous expliquer la raison de mes activités ici, ce qui s'est réellement passé pendant que je suis ici. Et je terminerai avec le point brûlant que vous connaissez et sûrement que vous attendez, celui de Minembwe. Et ensuite, je me disponibiliserai pour d'éventuelles questions. On en a parlé de 5 et je serai à votre disposition pour cela. Alors, il y a 2 semaines, je devais être là, un peu plus de 2 semaines, parce qu'à ce moment-là, il avait été décidé de tenir une réunion quintipartite ici à Goma, qui allait réunir, outre le président de la République démocratique du Congo, celui de l'Angola, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Les contacts avaient été pris, mais je vous épargne les détails. Il y a eu malheureusement beaucoup de petites tensions, on va dire, et en plus du fait de la pandémie qui ont fait hésiter certains chefs d'État à venir sur place, parce que vous savez que les chefs d'État se déplacent avec de grandes délégations, et si lui, le chef de l'État, on peut le protéger, on peut prendre toutes les précautions autour de lui, mais son entourage ne prend pas les mêmes précautions et peut entrer en contact avec des personnes contaminées et revenir auprès du président et le contaminer à son tour. Donc, il y en a qui ont exprimé leurs réserves quant à ce, et ça fait qu'on a dû rediscuter de la modalité de nous réunir, qui était acceptée par tous, hein, il faut le dire déjà, parce que j'ai entendu ici et là des spéculations en tout genre, mais tout le monde était d'accord. Et le Burundi manifestait une simple exception, c'était celle d'avoir d'abord un bilatéral avec la RDC avant de venir. Et c'est au cours de cette rencontre en bilatéral qu'il a été décidé, évidemment, que le Burundi se tienne de côté pendant que nous allons avoir cette visioconférence avec tous les autres homologues précités. Et c'est ainsi que cette conférence a pu avoir lieu hier. Je crois que le communiqué final, vous l'avez lu, il ne sert à rien de revenir là-dessus. Tout ce que je peux épingler ici, c'est que le problème sécuritaire a été au centre de nos discussions, bien sûr. Le problème économique aussi, des échanges entre nos pays, parce que c'est ce que j'ai toujours, depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, prôné et proposé à nos voisins, c'est-à-dire d'effacer un peu cette page noire de nos relations, de la tourner quasiment, et de parler d'autre chose, plutôt que de tensions, de guerre, de haine. Donc parlons d'autre chose, et l'économie, les échanges économiques, surtout qu'on est voisins à vie. Ça ne changera jamais, on est condamné à être voisins toute notre vie, toute la vie de cette terre. Nous ne bougerons jamais de nos positions, ces pays resteront voisins, donc il faut bien se tendre la main et l'amitié, et se proposer l'amitié et la fraternité plutôt que la haine. Et donc l'autre point, évidemment, c'était celui de la pandémie et des dégâts que celle-ci a causé, la Covid-19, sur toutes les économies du monde, et comment est-ce que nous pourrions éventuellement rebondir pour après. Et ça, évidemment, à la fin, nous avons, je crois que vous l'avez lu dans le communiqué final,
décidé de continuer à travailler via nos experts respectifs, qui seront supervisés par les ministres des Affaires étrangères respectifs aussi, et ensuite nous nous reverrons quand la situation le permettra pour prendre maintenant les grandes décisions, surtout au sujet de nos relations post-pandémie du Covid. Et donc, avant-hier, j'avais également participé, le Congo, notre pays étant membre du bureau de l'Union africaine, à une réunion également concernant la même pandémie du coronavirus. Nous écoutions un rapport d'experts du responsable de la CDC, le docteur John Kengasong, qui nous a fait un aperçu de la situation pandémique en Afrique et les besoins qui restent encore à obtenir. Et on a aussi parlé de la réunion prochaine Afrique-Union européenne, qui devrait se tenir normalement en Belgique dans un format réduit, c'est-à-dire les pays membres du bureau et élargi aux pays qui président les communautés économiques régionales. Là encore, il reste des choses à décider parce qu'à cause de la pandémie, il faudrait qu'on voit, en fonction de l'évolution justement de celle-ci en Belgique, si le déplacement serait possible pour nos délégations. Sinon, nous allons nous réunir entre Africains d'abord pour affiner la position de notre continent et ensuite proposer aux Européens de conférer par visioconférence. Voilà. Mais cela dépendra évidemment, comme je l'ai dit, de la situation, du développement de la situation pandémique en Belgique. En dehors de cela, j'ai évidemment eu beaucoup d'entretiens avec des responsables de la société civile, toutes les forces vives effectivement de Goma et des environs. J'ai reçu les élus, tant nationaux que provinciaux, et ici je dois préciser que hier j'ai même reçu une délégation d'élus du Sud Kivu, de Bukavu, qui venait aussi à ma rencontre et avec qui nous avons très bien discuté. J'ai évidemment rencontré 3 gouverneurs, celui du Nord Kivu bien entendu, celui du Sud Kivu et également celui du Maniema. Donc vous comprenez que j'ai vraiment ressassé tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région, et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui d'ailleurs a conduit à la décision que je vais vous annoncer maintenant, c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas lequel, mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité. Espoir, je veux dire, de paix, de stabilité et de reprise, de relance économique. Parce qu'il y a quelque chose vraiment que j'ai en admiration ici, malgré les souffrances, malgré les difficultés quotidiennes de ce peuple, de nos compatriotes d'ici, mais ils luttent de manière admirable pour vivre et ils réussissent à faire quand même reluire cette ville de Goma. Donc imaginez-vous un peu un contexte de paix totale, un contexte où tout le monde va à ses occupations de manière optimale. Comment est-ce que cette partie du pays pourrait être totalement transformée et booster, j'allais dire, l'économie nationale.
Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération, un devoir de faire de cette crise qui sévit ici, au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici. Donc, il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Ceux qui ne maîtrisent pas tellement la question cherchent souvent j'allais dire des prétextes ou des raisons ou des origines ailleurs, mais je crois que entre Congolais, entre nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Je veux être ce détonateur-là qui va amener cet élan de paix et une paix que je veux durable. Alors, pour terminer, vous connaissez une des crises encore. Je vous ai dit qu'il y a la crise il y a plusieurs crises dans la crise. Mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et les libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc, c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc, je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça, en tant que responsable, ce ne serait pas du tout sage. Donc, je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma, et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise, et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes, parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire de manière officielle cette fois, dans ses fonctions, sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que justement,
c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est, que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc cette commission sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes, il y en aura des démographes, enfin il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites, mais toujours en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres, je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres, au calme. Il n'est pas, pour le moment en tout cas, question de s'affoler, parce que j'ai vu dans les réseaux et dans les renseignements que j'ai reçus, des informations qui font peur et qui ressemblent vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose. On dirait qu'on veut exacerber les passions. On veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres. On a même été jusqu'à insinuer qu'il y a une grande puissance de ce monde qui avait béni cette opération parce que son ambassadeur s'est trouvé sur place. J'ai moi-même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas, il était venu pour autre chose, il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a mêlé à cela. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit n'était que spéculation. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix. Et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis une vie, eh bien, cela est possible à réaliser encore. Donc, je vais vraiment demander avec insistance, et peut-être je dirais même mise en garde, parce que je n'accepterai plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication. Et je vous remercie pour votre attention et me mets à votre disposition pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Nous allons procéder aux questions. Nous en avons sélectionné 5. La première va concerner la problématique de Minembwe. 6 questions il y a. Parce que je crois que le chef de l'État a été assez clair à ce sujet-là. On peut la sauter pour peut-être parler des problèmes sécuritaires.
S'il y en a une, merci. Présentez-vous auprès du... Je rappelle que c'est une personne pour une question. Merci. Veuillez décliner votre masque. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi Goma pour abriter ce mini-sommet qui vient de chuter sur des engagements entre les pays de la région de Grand Lac. Excellence, c'est une diplomatie agissante et nous estimons qu'il y aura des résultats. Mais cependant, Excellence, Monsieur le Président, quelle est la particularité de ce mini-sommet par rapport à d'autres sommets que la région a connus? Est-ce qu'il n'y aura pas cette fois-ci une hypocrisie? C'est ce que l'opinion voudrait avoir. Ma deuxième question, Monsieur le Président de la République, c'est la question qui est toujours à la une. Nous avons interrogé les gouverneurs, nous avons interrogé les élus du peuple, la question de la rétrocession. Cette rétrocession qui n'arrive pas aux provinces, et pourtant, c'est reconnu par la Constitution. Votre vision, Monsieur le Président, c'est l'état des droits. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, lorsque ces provinces ne reçoivent plus leur rétrocession, que cela a un impact considérable sur la sécurité, mais aussi sur l'état des droits? Je m'appelle Célestin Sibomana, je suis capitaine de la RTNC. Merci. Je réponds d'abord. Excellence, oui. Bien. Vous posez une excellente question parce que si je peux vous révéler un pan de nos discussions, nous nous la sommes posée nous-mêmes, cette question aussi. Quelle est la différence? D'autant plus qu'il y avait... il y a évidemment des mécanismes régionaux. Je pense ici à la CIRGEL, par exemple, qui peuvent très bien porter ce genre de projet. Mais vous savez, en diplomatie, il y a parfois des voix qui ne sont pas toujours les voix officielles, les voix connues, on va dire. Et celle-ci est l'une d'elles. Vous avez dit diplomatie agissante tout à l'heure, et moi je vous réponds oui, parce que c'est une initiative venant de la République démocratique du Congo. Je l'ai proposée aux pays voisins. Il y a eu des discussions et ils se sont finalement tombés d'accord pour venir participer à cela. Je crois, moi, en cette voie parce que je vais la porter moi-même. Je vous ai dit que dès mon arrivée à la tête du pays, je suis allé chez les voisins pour leur dire « je veux la paix ». Nous avons vécu longtemps en nous regardant en chien de faïence. Aujourd'hui, moi, je viens vous tendre la main. Je dis « oublions le passé », mais à condition qu'on se tourne vers la paix de brave, la paix réelle. Une paix qui va amener nos peuples respectifs à leur développement, à leur évolution, plutôt que de continuer à nous détester. Et il y a toute une batterie de propositions hein, qui vont dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut avoir un régime douanier qui soit satisfaisant pour tout le monde, parce que n'oubliez pas que beaucoup de nos minerais passent par les pays voisins et d'autres même échappent au trésor parce que les taxes de l'autre côté sont peut-être plus intéressantes, etc. Donc il y a plein de choses que nous devons mettre ensemble pour réussir cette cohésion qui va nous permettre de booster évidemment le vivre ensemble de la région. La seconde question, c'était par rapport à la rétrocession. Bien évidemment, c'est dans toutes les provinces où je vais qu'il y a malheureusement cette rengaine. Là, je voudrais vous dire qu'il faudrait un petit peu quand même d'indulgence, parce que vous connaissez quand même l'état plus ou moins de notre économie, qui n'est pas très bon.
Et surtout maintenant qu'avec avec la pandémie que nous avons, qui nous frappe, qui n'est pas encore terminée, les revenus ont été encore plus, les recettes ont été encore plus difficiles. Et donc leur répartition, bien entendu, pose problème. Mais je suis tout à fait conscient de ces difficultés-là. C'est simplement une question de choix et de priorité à un certain moment auquel vous devez faire face. Je vous ai parlé de la Covid, mais nous, dans notre malheur, nous en avons eu encore un autre, frappé de nouveau par Ebola. Il y avait ci et là des problèmes humanitaires, des drames humanitaires. On a eu quand même suffisamment de problèmes qui ont mis à mal notre économie, et donc tout le reste a aussi en apathie, j'allais dire. Vous savez, même moi, qui suis président de la République, je ne reçois pas toujours mes revenus non plus. Mais je ne m'en plains pas, je comprends. Je comprends parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour relever le niveau de nos recettes et pouvoir mieux les répartir à travers le pays. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très conscient de cette difficulté et on va essayer d'y remédier au fur et à mesure. Mais on a besoin d'un peu de temps. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je m'appelle Sifa Magourou, je suis journaliste de Radio Kapi ici à Goma. Ma préoccupation est en rapport avec la rentrée scolaire. Ici au Nord Kivu, beaucoup de territoires, beaucoup de régions, notamment Massissi ou Walikale, les écoles ont été détruites et d'autres incendiées pendant les affrontements des groupes armés. Alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, comment vont étudier tous ces enfants et qu'est-ce que vous leur dites? À part ça, il y a aussi le problème des DDR. Des centaines de jeunes combattants se rendent tous les jours dans tout le coin, mais ils se retrouvent abandonnés dans de très mauvaises conditions. Ce problème se pose beaucoup ici au Nord Kivu et au Sud Kivu. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette question? Merci. Bien. D'abord, par rapport aux écoles, je voudrais leur exprimer toute ma compassion. Je ne suis pas exactement au courant de l'étendue des dégâts que vous annoncez là, parce que tout simplement, je n'ai pas reçu de rapport succinct à ce sujet. Mais je sais qu'il y a d'énormes difficultés. J'ai moi-même vu le vice-ministre de l'EPST qui est venu il y a peu dans le Massissi pour prendre en compte, et il m'avait fait le rapport à son retour, se rendre compte plutôt de l'étendue de cette situation. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes face à plusieurs problèmes, des problèmes de tout genre. Ce que je peux simplement dire, en plus de la compassion que j'adresse à ces populations, c'est que nous n'allons pas les oublier. C'est vrai que nous n'allons pas, d'un coup de baguette magique, tout réhabiliter en un temps record, mais nous n'allons pas les oublier. Nous allons travailler à remédier à cette situation et nous allons le faire avec les autorités locales. Et cela, c'est aussi une des raisons de pouvoir régler cette situation de rétrocession, parce que avec ses propres moyens, la province pourra faire face à ce genre de choses. Donc comprenez bien que nous en sommes conscients, mais nous n'allons pas pouvoir les régler maintenant. Je vais en discuter avec le ministre de l'EPST, le ministre d'État, Willy Bakonga, et son vice-ministre, Didier Boudimbu, pour savoir, parce que la rentrée c'est pour dans quelques jours, là, donc pour savoir ce qu'on va devoir faire pour parer au plus pressé. Alors,
par rapport au TDR, c'est une très très bonne question. Il y a beaucoup de rendus. Moi-même, je viens de Saké, où j'ai, un tout petit peu avant Saké, je me suis arrêté à une, j'ai oublié le nom, on donne bien un camp, Bambiro, Mubambiro, où j'ai rencontré des rendus. Malheureusement, au départ, ils étaient à 1200, m'a-t-on dit. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 400. Donc ça, c'est la preuve que ce système ne marche pas du tout et qu'il faut aller très vite, parer au plus pressé pour ne pas décourager ces compatriotes qui acceptent volontiers d'arrêter leurs activités dans les groupes armés et de revenir dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vous ai parlé de revenir ici dans quelques semaines, parce que j'ai un programme. Après avoir rencontré les 3 gouverneurs des provinces les plus en crise de notre pays, j'ai cité l'Ituri, les Nord et les Sud Kivu. À Kinshasa, j'ai rencontré les 3 provinces, les 3 gouverneurs de province. Nous avons eu une très longue séance de travail à laquelle j'avais associé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et le représentant pays de la Banque mondiale. Nous avons conclu des choses que je vais moi-même venir mettre en pratique ici et suivre. C'est pour ça que je reviens en fait. Et il s'agit de quoi? J'ai obtenu, en tout cas, parce qu'après cela, j'avais demandé une réunion par visioconférence avec la Banque mondiale, et j'ai obtenu de celle-ci 50 millions, dans un premier temps, 50 millions de dollars, qui vont nous permettre de commencer les premières opérations de DDR. Et donc, nous allons cette fois-ci procéder différemment. Dans les jours qui viennent, je vais nommer un coordonnateur national du DDR qui aura pour tâche de conduire cette politique sous ma supervision d'abord, parce que ce sera une coordination qui sera ramenée au niveau de la présidence, et qui va conduire cette politique avec les autorités locales, tous les représentants locaux ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va rajouter un petit C après le DDR, c'est-à-dire communautaire, parce qu'on veut travailler avec toutes les autorités locales. Et quand je parle d'autorités locales, je pense même au chef coutumier. Hein. Et le but de cela pour nous, c'est que ce soutien aille jusqu'à la base. Donc, on va commencer par la démobilisation, le désarmement, démobilisation, et puis on prend en charge les individus en question qu'on va réinsérer ici même. Donc il n'est plus question de les déporter de leur milieu naturel, de les amener dans des endroits où ils vont être totalement perdus, mais on va faire un travail sur eux et les réinsérer ici même dans leur milieu naturel, dans leur communauté, mais cette fois-ci avec une activité, pas en les délaissant, parce que c'est à cause de cette oisiveté, ce chômage, qu'ils rebroussent chemin et qu'ils reprennent leurs activités d'avant. Donc cette fois-ci, nous allons développer des activités, et la principale, je ne vous le cache pas, c'est l'agriculture. J'ai décidé que celle-ci va être la priorité d'ailleurs nationale, à cause justement de cette Covid qui nous a fait beaucoup de tort et qui nous a en même temps permis de comprendre le bien qu'il y a de diversifier notre économie, et l'agriculture est un instrument qui nous permettra d'y arriver. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent en République démocratique du Congo, et encore moins dans la région ici. Donc nous allons développer l'agriculture. Mon rêve est de refaire de ce coin de la République ce on lui donnait comme nom hier, à l'époque du Zaïre, c'était le grenier de la République. Donc on va y arriver, et je crois que les jeunes gens, pleins de dynamisme et d'énergie qu'ils gaspillent dans les groupes armés, vont nous servir
arriver à nos fins. Et j'ai déjà discuté aussi avec le secteur privé et j'ai des engagements fermes de ce côté-là, de banques comme d'entreprises qui vont nous accompagner dans ce programme-là. Donc vous voyez qu'il est très ambitieux, mais comme je crains qu'il ne puisse demeurer lettre morte, je viens moi-même le superviser et me rendre compte de son évolution pour qu'on puisse le reproduire dans d'autres régions si il connaît un succès. Bonjour Monsieur le Président de la République. Bonjour, je madame. suis Rosiane Kalafolo et je suis journaliste à la radio Poly FM Goma. Monsieur le Président de la République, nous vivons l'insécurité au jour le jour au Nord Kivu et le gouvernement a souhaité mettre en place 2 secteurs opérationnels. Dans le Nord Kivu, dans la zone nord, on a le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 1 et dans la zone sud, nous avons le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. Les opérations sont en cours depuis plusieurs années, mais la situation semble ne pas changer. Certains acteurs de la société civile et des acteurs politiques attribuent cette situation d'une part à la responsabilité de certains officiers qui sont sur le champ d'honneur, qui dans la plupart se sont transformés en commerçants de bois, de cacao dans la zone de Béni. Et il y en a certains qui vendent le paddy. On se pose la question quand est-ce qu'ils ont sémé pour le vendre. Dans la zone de Massissi et dans la zone de Rutshuru, ils sont accusés d'être de mèche avec certains groupes armés. Je me limite par là pour la première question. La deuxième question, lors de votre vision-conférence, vous avez fait allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba, que jadis on a appelé l'accord de l'espoir en République démocratique du Congo lors de la guerre de M23. Dans cet accord, la RDC a pris un engagement. Parmi ces engagements, voulais-je dire, parmi ces engagements, il y a la continuation de la réforme de l'armée. On aimerait bien savoir pourquoi cela n'a pas continué. Et la sous-région a pris aussi ses engagements de ne pas s'ingérer dans des questions qui vont déstabiliser les pays voisins. Mais ce n'est pas le cas. J'espère que, comme l'a dit mon prédécesseur pendant la vision-conférence, vous avez été clair là-dessus avec vos homologues. Mais vous aviez parlé dans votre vision-conférence dans les Nations Unies que vous demandez à la MONUSCO de travailler aux côtés des forces armées de la RDC pour éradiquer l'insécurité au Nord Kivu. Dans cet accord, la brigade d'intervention des Nations Unies avait été mise en place pour finir avec les M23. Où est passée cette brigade? Merci. Merci, madame. En fait, vous posez plusieurs questions en une ou deux questions. Merci. Apparemment, à part la réforme de l'armée, votre question touche à l'insécurité en général, je vois. Bien, vous avez totalement raison, madame la journaliste. L'insécurité, je me suis aussi posé cette question et le chef MG, le chef d'état-major général qui est là le sait. Dès mon entrée en fonction, j'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et c'était ce point-là que j'ai beaucoup martelé, celui de l'insécurité. Parce que je ne comprenais pas, je cherchais à savoir aussi ce qui se passe dans l'insécurité, dans cette persistance de l'insécurité. Mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement, nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles.
Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers. Des chefs coutumiers, des conflits de groupement, parce que les limites ne sont pas bien tracées, ou alors la succession n'a pas été bien faite, et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. On m'a même parlé du parc de Virunga, qui fait aussi l'objet de problèmes dans ses limites, parce que les villages s'agrandissant, ils sont en train de rogner les limites foncières du parc de Virunga. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça, et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. Enfin, c'est tellement long que c'est très difficile, quand on est loin, de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle, qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous, tous les jours, mais ça on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leurs revenus, qu'ils aient beaucoup plus, parce qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'appesantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. Et je pense, je suis même certain que si les politiques surtout cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquin, si les politiques toujours cessent de diviser les chefs coutumiers, parce que là aussi les chefs coutumiers m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant aux plus forts de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité. Et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui, par moments, ont entretenu, ont encouragé, ont fait ceci et cela. C'est pour ça que, diplomatiquement, j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaises. Voilà, je pense, ce que je peux dire. Dans la réforme de l'armée, je vous l'ai dit, moi je n'ai pas attendu, je ne sais plus à quoi vous avez fait allusion, là, une résolution des Nations Unies ou du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Moi, je suis dans la réforme. Vous avez suivi ces mises en place et nous continuons.
L'armée, c'est aussi une de mes priorités parce que je sais que par elle, nous allons avoir la stabilité, la sécurité, et cette stabilité et cette sécurité vont améliorer notre économie parce qu'elle sera rendue attrayante et elle intéressera beaucoup d'investisseurs et nous créerons de la richesse qui nous permettra aussi d'avoir les nôtres, nos investisseurs congolais. Moi, je lutte pour ça. Et ces investisseurs congolais qui nous feront énormément de bien. Alors, la FIB, oui, la FIB, c'est un problème. Elle est là, rassurez-vous, madame, elle est là. La FIB est encore là, est encore en République démocratique du Congo, mais je ne vous cache pas qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats. Les uns pensent qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Les autres, surtout ceux de la SADC, pensent qu'il faut la renforcer. Mais la renforcer que par des États SADC. Donc en ce moment, il y a un débat assez houleux. Les pays SADC ne veulent pas qu'on l'ouvre à d'autres pays, tandis que certains autres pays disent « mais elle n'est pas assez efficace, il faut qu'on la renforce avec la présence d'autres de militaires d'autres pays ». Donc on est dans ce débat. Je suis sûr qu'on trouvera une solution parce que nous ne voulons pas non plus nous mettre à dos nos frères de la SADC qui étaient venus volontairement nous porter main forte pour sortir de ce bourbier. Donc nous n'allons pas leur dire merci, au revoir. Donc, mais il est un fait certain, c'est que l'efficacité attendue, le rendement attendu n'est pas au rendez-vous. Mais c'est une question de discussion, d'arrangement, et on y arrivera, je suis certain. Moi, je suis un fervent partisan du dialogue, de la discussion. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, avec mes hommages les plus déférents, à moins que vous l'autorisiez pour une question supplémentaire, car nous avions prévu 5 questions, et nous sommes passés à plus de 5 questions, et que vous avez promis à cette presse que vous reviendrez bientôt, oui, et que vous allez tenir régulièrement des points de presse. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Soyez patients, gardez vos questions, surtout votre mal en patience. Pardon ? Pardon ? On en parlera. J'ai rien compris. L'appui à la presse. L'appui. Je disais que c'est une question très importante. Ah oui, mais bon, l'appui à la presse... écoutez, il y a à boire et à manger là-dedans. L'appui à quelle presse d'abord? Et puis, est-ce que appuyer une presse, ce n'est pas avoir un pouvoir sur elle? C'est un grand débat. Moi, je serais plutôt partisan pour offrir des possibilités à la presse, comme l'accès au crédit ou des choses comme ça, pour qu'elle s'organise elle-même. Mais si l'État régulateur commence à appuyer, mais la presse va s'adapter au fil des conjonctures, hein, en fonction de ceux qui arrivent au pouvoir. Je ne suis pas très partisan de ce principe, mais je suis pour que la presse soit en pleine possession de ses moyens pour se développer et peut-être pour l'aider en organisant des forums, des séminaires avec d'autres médias du monde entier pour les mettre à niveau. Je suis pour des débats sur le sens même des médias, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit de la presse. Il suffit qu'il ait un téléphone portable ou une caméra, et ça y est, il se met à pérorer, à taper sur tout ce qui bouge. On ne tient plus compte de l'éthique ni de la déontologie, ça devient du n'importe quoi. C'est plutôt ça que moi je vais vous aider à faire, au lieu de vous apporter un poisson. Donc je vais vous apprendre à pêcher, je préfère. Merci, voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.